Mesdames et messieurs, bienvenue au 13h de la télévision du Burkina, à la une de l'actualité ce samedi 25 février. Il ne reste plus que 3 heures pour le clap de lancement de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'est tout un programme. Le trophée de l'étalon d'or de Yenenga, près de 150 films à projeter. En tout cas, pour le cap, tout est fin prêt pour l'ouverture du FESPACO 2017. Bienvenue à tous. Nous sommes à quelques heures de la cérémonie d'ouverture de la 25e édition du FESPACO au stade municipal Joseph Konombo. Mais quels moyens techniques faut-il déployer pour un spectacle à la hauteur de l'événement? Et oui, ça promet des étincelles selon Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendrebiogo. C'est ici, stade municipal Joseph Konombo, qu'a lieu le clap d'ouverture du FESPACO 2017 dans un grand spectacle. À quelques heures de l'ouverture de l'événement, où en est-on avec les préparatifs? Voyons ensemble. Du son à couper le souffle, de la lumière qui défie celle du jour. Et les ingénieurs ne sont toujours pas satisfaits. Ici, on tourne les boutons. Là, on déroule des câbles. L'objectif, créer les meilleures conditions possibles pour un spectacle de qualité irréprochable. Et pour ça, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens. Et je peux vous dire que là, nous sommes prêts depuis hier, depuis 20h. Donc là, on attend Alpha Blondy pour sa balance. Et après sa balance, le concert pourra démarrer normalement à 14h comme prévu. Et ce soir, on vous donnera encore l'occasion de voir un très beau décor qu'on a mis sur place. Mais à cette heure-là, vous ne pouvez rien voir vu qu'il fait encore jour. Mais le soir, ça sera un spectacle vraiment de feu. Voilà. Dites-nous, qu'est-ce qui sera donné à voir au public en matière de son et de lumière? En matière de son, on a déployé un gros dispositif. Et je pense que la sonorisation qu'on a mise en place sera vraiment efficace, en tout cas pour la soirée de ce soir. Et en termes de lumière aussi, le décor sera assez festif pour le FESPACO et en couleur aussi. Voilà. La soirée sera belle, hein? Très belle. La chaîne au cœur des grands événements a aussi mobilisé son arsenal technique et ses hommes pour réaliser sa magie, celle de transporter la cuvette du stade dans tous les foyers au Faso et à l'étranger pour un plaisir partagé. Pendant ce temps, les forces de sécurité montrent leur présence. Comme vous pouvez le constater ici, les techniciens sont à pied d'œuvre pour mettre les petits plats dans les grands, comme on le dit. Et Draman Dadian, le refrain de la chanson ici est « Que la fête commence ». Et oui, que la fête commence. Ouagadougou aux couleurs du 25e FESPACO pour cet événement grandeur nature. Les autorités communales se sont engagées à débarrasser les rues et autres lieux publics de leurs immondices. Ces choses faites hier, les agents de la propriété de la capitale étaient au stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour assainir davantage le lieu. Constat sur place, Daouda Ouattara et Ismaël Diloma Sirma. Pelle en main pour les uns et brouette chargée de saleté pour les autres. Ces jeunes volontaires de la commune de Ouagadougou redonnent un nouveau sourire au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Cet engagement entre dans le cadre des préparatifs du FESPACO. Nous avons essayé de mettre les petits plats dans les grands et pour essayer d'améliorer davantage le cadre de vie des populations de notre ville qui a déjà commencé à accueillir des milliers de festivaliers. Donc c'est l'occasion pour nous d'améliorer le cadre de vie et de rendre vraiment agréable le séjour des festivaliers. Ce nettoyage a mobilisé plus de 200 jeunes de la brigade verte de Ouagadougou et des anonymes. Leur action devrait donner une nouvelle fraîcheur au stade municipal. Nous vous rassurons que le stade municipal et ses alentours, en tout cas, sera vraiment très propre pour accueillir les FESPACO. Quand vous regardez le podium, ça fait depuis mercredi soir, ils sont là, ils ont travaillé mercredi toute la nuit. Hier, ils ont travaillé toute la journée, toute la nuit. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Vous voyez qu'ils n'ont même pas réussi à faire démarrer véritablement leur matériel. Mais on s'est dit que d'ici le soir, ça va finir. Et quand vous regardez également aujourd'hui au niveau de la loge officielle, on est en train de faire des retouches pour la peinture. Également, il y a le salon d'honneur, il y a le hall officiel, il y a l'entrée officielle également. Ils sont en train de faire des retouches en peinture, changer les vitres cassées, les portes cassées, et la lumière et tout. En tout cas, on s'est dit que d'ici demain, là, en tout cas, tout sera prêt. Auparavant, ces agents de la propriété ont nettoyé le siège du FESPACO et d'autres lieux publics.
Des actions qui ont mérité plus d'une semaine de dur labeur. Ismaël Diloma, Sirma et ici le FESPACO nous était compté. C'est ce qui fait actuellement la fierté du Burkina, voire de toute l'Afrique, est une initiative d'un groupe de cinéphiles afin de permettre aux cinéastes africains de mieux s'exprimer. C'était au départ connu sous le vocable Semaine du cinéma africain. Elle a grandi après 2 éditions et rebaptisé FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Au-delà de la vitrine qu'offre le FESPACO aux acteurs, son prestigieux trophée étalon d'or de Yenenga est très convoité par les cinéphiles. Le récit de Haruna Mari. En 1969, François Bassolé, Claude Prieux et Alimata Salambéré, 3 cinéphiles initient la Semaine du cinéma africain. L'ancêtre du FESPACO est né et la première édition s'est déroulée du 1er au 15 février de la même année. Le premier rendez-vous va mobiliser 7 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun, la France, les Pays-Bas et la Haute-Volta à l'époque. Sur les 24 films projetés, 18 sont africains. La deuxième édition de la Semaine du cinéma africain se tient 1 an plus tard. Elle a enregistré 9 pays, soit 2 de plus qu'à la première édition. Le nombre de films passe de 24 à 40. Sandamasa, Tukutamasa, Itlomajonkana. Au regard de l'engouement suscité par ce rendez-vous, la Semaine du cinéma africain est institutionnalisée en 1972 à la 3e édition. Un tournant décisif vient de s'opérer pour ce festival. Les films jadis présentés seront désormais en compétition. Un grand prix dénommé Étalon de Nyenenga est créé. Il est remporté pour la première fois par le Nigérien Oumar Uganda avec son film Le Oiseau polygame. 1 an plus tard, le Burkina réalise son tout premier long métrage, Le sang des parias de Jim Kola. À partir de 1979, le FESPACO devient biennal. En 1983, la création du marché international du cinéma africain MICA. Il se greffe au festival. Le MICA est l'interface entre acheteurs, promoteurs de chaînes de télévision et professionnels du 7e art africain. Cette nouvelle donne vise à prendre en compte la télévision comme maillon essentiel dans la promotion du film africain. Le FESPACO est désormais le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Au fil des ans, les acteurs changent, mais le scénario demeure. Montrer les films africains aux populations africaines. En somme, décoloniser les écrans africains. En 24 éditions, l'histoire retiendra que le Burkina a remporté 2 fois les talons d'or de Nyenenga. En 1991, Tilay d'Idrissa Ouedraogo et Boudiam de Gaston Kaboré en 1997. En un demi-siècle d'histoire, le FESPACO a connu des hauts et des bas. Mais, contre vents et marées, le cinéma africain fait sa mue pour s'adapter à l'environnement mondial. Dans tout autre registre, et nous parlons de la déclaration du Premier ministre face à face ce matin entre le chef du gouvernement Paul Kaba Tiba et le monde syndical, une rencontre voulue par le Premier ministre pour calmer la fronde sociale qui, selon lui, plombe les efforts de développement. Tout en signifiant son attachement au dialogue social, il invite à une trêve pour créer un climat favorable à la mise en œuvre du PNDS. Paul Kaba Tiba, que nous écoutons au micro de Sanoua Christine Koulibaly. Au lendemain immédiat de la rencontre annuelle gouvernement-syndicat, et alors même que nous nous apprêtions à en tirer toutes les leçons et à mettre en œuvre les engagements convenus, le front syndical s'est à nouveau embrasé. Et on a l'impression qu'il y a des mouvements itératifs ici et là, exactement comme il y a de cela quelques mois. Le gouvernement, je vous le dis solennellement, le gouvernement est respectueux de la loi,
des libertés individuelles et collectives, notamment des libertés syndicales. Au niveau du gouvernement, pour tout de suite une chose. Nous respectons le monde syndical. Le monde syndical est un partenaire important pour la stabilité de la démocratie de notre pays. Nous respectons le droit de grève, qui est un principe constitutionnel. Alors, le gouvernement comprend et respecte la lutte syndicale, orientée vers l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés, qu'ils soient du public ou du privé. Ce que l'on comprend moins, vous le permettrez, c'est l'installation progressive dans notre pays d'une pratique de lutte qui s'est mise en tradition et à travers laquelle tous les points de revendication sont quasiment au même niveau d'importance et donnent lieu à des débrayages systématiques, souvent sans préavis, sous la forme de sit-in. C'est la nouvelle mode maintenant, les sit-in. De boycott d'activités professionnelles. De boycott d'activités professionnelles spécifiques quand ce ne sont pas des grèves intempestives ou à répétition. À titre d'illustration, je le disais, dans le secteur de l'économie et des finances, tout le monde en est témoin, les récentes revendications tournent autour de compléments de rémunération. Et non sur la rémunération elle-même, mais de compléments de rémunération, les fameux fonds communs. Et là, je vais parler des fonds communs dont certains revendiquent la création. Oui, c'est le cas de Synamica. Le cas de Synamica. Et il y en a qui revendiquent donc la création de nouveaux fonds communs, tandis que d'autres organisent des querelles larvées autour de la répartition. Tout cela donne lieu à des grèves, à des sit-ins, à des menaces de grève de longue durée, si les prétentions ne sont pas satisfaites. Immédiatement. Ainsi, tout se passe comme si, les yeux fermés, certains travailleurs n'ont plus la moindre affection pour le bien commun et pour l'équilibre de l'État. Tous les moyens sont bons pour obliger l'État à concéder des avantages, même secondaires, au risque d'engager notre pays dans une escalade et un cycle sans fin, de déséquilibrer totalement la stabilité macroéconomique du pays et de compromettre la réalisation du plan national de développement économique et social. Tous les efforts du gouvernement pour donner une suite réaliste et réalisable aux revendications sont vains. Les plateformes se succèdent, les unes après les autres, et se comptabilisent en série de plusieurs dizaines de points. 40, 50 ou 60 points et plus, avec la possibilité qu'un seul de ces points non satisfaits soit un motif de débrayage. Tout doit trouver solution tout de suite et maintenant. Sinon, on sait ce qui va se passer. Alors, c'est une culture syndicale qui, me semble-t-il, est porteuse de danger pour la démocratie et le dialogue social. Pour le chef de gouvernement que je suis, je me pose naturellement des questions sur les motivations de cette agitation frénétique, contagieuse. De toute évidence, elle menace la paix sociale dans notre pays. La cote d'alerte, me semble-t-il, est atteinte, est largement dépassée. Elle affaiblit l'État. Elle décrédibilise nos politiques macroéconomiques vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers. Et peut même hypothéquer les chances de développement de notre pays. Nous avons renouvelé avec une croissance forte, puisque selon les données provisoires, la croissance de la richesse nationale mesurée par le produit intérieur brut ressortirait à autour de 6,2% en 2016, alors qu'on revient de 4% en 2014. Sans avoir le monopole de l'exhaustivité, je voudrais ici évoquer quelques raisons qui me paraissent les plus importantes face à cette frénésie d'activisme. Je citerai en premier lieu l'accumulation des problèmes sous le régime déchu que tout le monde connaît et que la parole libérée a révélé au grand jour à la faveur de l'insurrection populaire
et de l'installation de régimes véritablement démocratiques dans notre pays. Tout le monde le sait. Sous la chape de plomb, personne ne pouvait parler. Ce facteur de fond intervient à la décharge des syndicats, mais n'explique pas tout. D'autant plus d'ailleurs qu'il n'y a de Burkinabés qui ne puissent pas comprendre qu'on ne solutionne pas de vieux problèmes en un laps de temps aussi réduit. C'est là qu'interviennent d'autres paramètres. Et je voudrais qu'on convienne objectivement ici que dans notre fonction publique se déploient des rivalités impitoyables, voire des guerres tranchées entre les corporations. L'illustration en est que de nombreux corps de l'État revendiquent des statuts spéciaux avec des traitements préférentiels afin de se surclasser vis-à-vis des autres corps. Alors, j'ajouterai enfin, comme autre source d'explication, la volonté à peine voilée de certaines organisations et de certains acteurs politiques de se servir des syndicats comme piédestal pour l'atteinte de leurs objectifs politiques. Ceux qui veulent faire de la politique, qui laissent le syndicalisme, qui viennent dans l'arène et se battent au la royale. Comment on peut comprendre qu'un gouvernement ait été élu, qu'un chef de l'État ait été élu au premier tour, par plus de 50% des voix, qu'il a l'onction de la légitimité populaire et qu'on l'empêche de gouverner? Qu'est-ce qui peut avoir plus de légitimité que l'onction populaire? Personne. Le peuple s'est prononcé. Il y a eu des élections présidentielles, il y a eu des élections législatives. Le peuple s'est prononcé. En moins d'un an, on ne peut pas gouverner. Ceux qui veulent faire la politique, je l'ai dit, qui laissent le syndicalisme, qui viennent dans l'arène et nous trouver là. On les y attend. Mais c'est facile de se cacher derrière les syndicats et critiquer des gouvernements. Ça, ce n'est plus du syndicalisme. Comment des syndicats peuvent apprécier un gouvernement, apprécier l'orientation politique d'un gouvernement? Il me semble que ça va au-delà de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Seul le peuple a ce pouvoir-là, pas le pouvoir des urnes. Pardonnez-moi, pour que l'on se comprenne bien. Mon propos ne vise pas à discréditer la lutte syndicale, dont les mérites historiques sont reconnus jusqu'au-delà de nos frontières. C'est un instrument, c'est des acteurs importants de la stabilité de la vie démocratique dans notre pays. Mais certains des excès de cette lutte peuvent être nuisibles s'ils entrent en conflit avec l'intérêt national. Et c'est le cas. L'intérêt national, c'est de construire notre pays. L'intérêt national, c'est de mettre en œuvre le plan national de développement économique et social pour mettre fin à la pauvreté, pour rassembler le Burkinabé autour d'un intérêt patriotique, augmenter la richesse nationale, travailler ensemble. Mais on ne peut pas le faire. Regardez, le ministère des Finances est paralysé depuis plus de 3 semaines. Tous les dossiers sont bloqués. Et le ministère aussi transversal. Comment c'est concevable? Des sit-ins. Est-ce que c'est des grèves? Est-ce que ce n'est pas des grèves? On ne sait pas. Mais on ne travaille pas. On ne peut sanctionner personne. Mais dans quel pays on a vu ça? Ça n'existe pas dans le monde entier. Si c'est ici seulement. Non. Je pense que, mesdames et messieurs, le gouvernement, encore une fois, ne se débine pas vis-à-vis de ses missions et responsabilités devant l'histoire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a assumé avec courage et esprit de suite les engagements de la transition en faveur des travailleurs, dans les conditions que vous savez tous. Mieux, tout au long de l'année écoulée, nous avons été attentifs aux préoccupations sectorielles exprimées dans les ministères par bon nombre de vos organisations en essayant autant que possible d'y apporter des réponses convenables. Que ce soit au plus haut sommet de l'État, au niveau sectoriel, nous avons cultivé en permanence l'écoute et le dialogue. Nous poursuivons toujours dans cette voie, convaincus que c'est de cette manière que se construit un pays respectable, un pays démocratique et un pays donc des libertés. Cependant, nous devons enrayer la politique et la pratique de la surenchère. Voilà, c'était là la déclaration du chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Après le remaniement ministériel intervenu en début de semaine avec 5 nouvelles entrées, Paul Kaba Tieba entend mettre tous les membres du gouvernement au même niveau d'information sur certaines questions comme l'opérationnalisation. Ils ont tenu leur séminaire hier au palais de Koussiam et pour plus d'efficacité dans la gouvernance, le gouvernement Tieba 2 a décidé de mettre l'accent sur le dialogue social. Le point avec Ibrahima Sombié et Moumouni Soubeiga. L'efficacité dans la gouvernance, c'est le maître mot du gouvernement Paul Kaba Tieba II. Face aux membres de sa nouvelle équipe, le Premier ministre l'a signifié. L'opérationnalisation du PNDS constitue la priorité et tous les membres du gouvernement ont été situés sur ce référentiel de développement. L'axe central qui est source donc de ce remaniement ministériel, c'est la nécessité d'obtenir plus d'efficacité dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Donc il était normal que nous puissions échanger afin que tous les ministres soient au même niveau d'information sur l'opérationnalisation du plan national de développement économique et social, les objectifs, les priorités. La montée de la France sociale n'est pas passée sous silence à ce séminaire gouvernemental. À ce sujet, Paul Kaba Tieba et son équipe ont opté de jouer la carte du dialogue. Le dialogue social comme méthode de travail, le dialogue social comme méthode d'échange avec les partenaires sociaux, et nous croyons donc aux vertus de ce dialogue social. Et je pense que les échanges que nous avons eus avec les ministres nous permettront dans les jours qui viennent vraiment d'harmoniser donc nos positions sur la façon de traiter les revendications dans les différents secteurs ministériels et également de traiter de manière générale les revendications qui sont exprimées par les travailleurs des différents secteurs. Autre point abordé, la communication gouvernementale. La cohérence, c'est ce qui est désormais recherché. Là-dessus, il est convenu d'harmoniser les points de vue sur la façon dont le gouvernement doit communiquer sur les questions relatives à la politique gouvernementale. C'est le tout premier séminaire gouvernemental après le remaniement ministériel intervenu en début de semaine. Merci Moumouni Soubeiga, un invité dans ce midi magazine. Il s'agit de M. Patrice Diabri, il est le directeur de l'exploitation de l'ONEA. Bienvenue M. le directeur. Merci beaucoup. L'Office national de l'eau et de l'assainissement annonce une grosse perturbation à compter de ce samedi. Monsieur le directeur, qu'est-ce qu'on doit attendre par grosse perturbation? Merci de nous donner la parole pour nous expliquer. Grosse perturbation signifie que la production va être réduite de façon drastique. La station de Ziga qui produit les 2/3 ne sera pas fonctionnelle pendant à peu près une douzaine d'heures. Et ça va amener un certain déficit en Ouagadougou. Ces travaux sont nécessaires parce qu'on a décidé de l'accélération des travaux pour mettre l'eau à disposition de les nouvelles installations à partir du 15 mars 2017. Donc c'est dans l'optique d'accélération que ces interruptions ont été vraiment décidées. Bien qu'on soit au cours du Expo, on a des installations de Paspanga qui alimentent le centre-ville. On pense que c'est le lieu préférentiel de localisation des cérémonies. L'ONEA en même temps aussi est entré en attache avec le comité d'organisation du FESPACO pour essayer éventuellement de mettre de l'eau avec des citernes à la disposition des hôteliers qui constateront un problème de déficit. Okay. Donc, vous annoncez des mesures pour le FESPACO. Exactement. Mais ces perturbations, est-ce que ça ne pouvait pas attendre après le FESPACO, quand on sait que Ouagadougou accueille beaucoup de monde, oui. Du monde qui habite un peu partout dans la ville, avec ces perturbations, ça va naturellement causer des désagréments. Bon, des désagréments qui sont contenus. C'était difficile d'attendre, comme je vous ai dit, nous avons l'échéance du 15 mars. Nous sommes à peine à 2 semaines de cette échéance-là. Donc, il y a des travaux à la limite capitale qui devaient être exécutés. Et j'ai vraiment la bonne nouvelle de vous annoncer que ces travaux viennent d'être finis. Donc, parce qu'on était rentré à peu près dans une zone d'incertitude quand on voulait faire ces travaux. Donc, on ne maîtrisait pas les délais. Parce qu'il a fallu arrêter l'ancienne station intégralement. On ne connaissait pas ce qu'on allait trouver à peu près à l'intérieur. Mais grâce à Dieu, depuis l'interruption de minuit, on vient de remettre la station en service à partir de 12 heures. Est-ce à dire qu'à partir du 15 mars, oui, il n'y aura plus de rupture d'eau à Ouagadougou? Ça, je vous certifie qu'il n'y aura plus de rupture, il n'y aura pas du 15 mars. C'est dans cette optique que nous provoquons ces désagréments à contre-cœur. Mais du 25 au 4 mars. Du 25 au 4, on n'a pas de grosses perturbations, c'est pas pour dire qu'il y aura interruption.
C'est juste pour attirer l'attention de nos clients, pour qu'ils soient vigilants à constituer des stocks. Sinon, il n'y aura pas une interruption franche et nette. C'est juste pour attirer l'attention de nos clients consommateurs pour qu'ils fassent beaucoup de stocks pour voilà. Merci, monsieur le directeur, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes monsieur Patrice Diabry, le directeur de l'exploitation de l'ONEA. Suite de ce journal, le Japon, pays ami du Burkina, vient d'apporter une aide alimentaire, 7460 tonnes de riz estimé à 2,5 milliards de francs CFA. Ce don de riz qui est censé soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la flambée des prix sera vendu à prix social. Yolande Lompo. 7460 tonnes de riz. C'est la concrétisation de l'échange de notes signé le 22 février 2016 entre le pays du soleil levant et le gouvernement burkinabé qui a permis d'acheter cette quantité de riz d'un montant d'environ 2,5 milliards de francs CFA. La réception du KR 2015 permettra au gouvernement burkinabé de venir en aide aux couches les plus vulnérables. Les autorités burkinabées, à travers son AGES, est obligée de constituer le fonds de contrepartie en cédant le riz à la population à prix très raisonnable. Selon les statistiques du ministère en charge de l'agriculture, la production nationale est en deçà des besoins annuels de cette spéculation. Cette aide monétisée sert à investir dans des projets de développement. On a cité tantôt le cas donc, de l'échangeur de l'Ouest, on a cité également le renforcement de la CENI, on a cité le renforcement des capacités de centres de transfusion sanguine. Donc le riz, il n'est pas destiné à l'exportation, ça je peux vous l'assurer. Il doit être entièrement vendu sur le territoire national. Et le gouvernement japonais, qui accompagne depuis 1982 le Burkina Faso, a décidé d'octroyer en plus au titre de l'année fiscale 2016 une assistance alimentaire en riz à partir du premier trimestre de l'année 2018. Autre don destiné au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, 10 générateurs d'hémodialyse et autant de fauteuils. L'œuvre est de la Loterie nationale du Burkina, un geste salué par le département de la santé qui par ailleurs décline les projets déjà entrepris pour soulager les demandeurs de dialyse. Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirma étaient hier à la cérémonie de réception de ce matériel compte rendu. Étendu sur un fauteuil, à côté du générateur d'hémodialyse, cet homme souffre d'insuffisance rénale. Il doit régulièrement purifier son sang avec cette machine pour rester en vie. Comme lui, ils sont environ 350 dans la seule ville de Ouagadougou à être dans cette situation. Affecté par cette réalité, la LONABé offre à l'hôpital Yalgado 10 fauteuils et 10 générateurs d'hémodialyse d'une valeur de 197 millions de francs CFA. Le secteur de la santé est un domaine de privilège au niveau donc, de la LONABé et nous allons autant que possible continuer. Malgré ce don, le besoin de générateurs pour le seul hôpital Yalgado Ouedraogo s'élève à une dizaine. Conscient de cela, les responsables du ministère de la Santé prévoient des actions concrètes. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait moins de pression sur Yalgado. Évidemment, nous allons continuer à renforcer Yalgado, comme nous sommes en train de le faire avec l'appui de la LONABé à travers le don de ces 10 générateurs. Mais nous allons travailler à rendre fonctionnelle l'unité d'hémodialyse de l'hôpital du district de Borogo qui va ouvrir dans les tout prochains jours. Le secrétaire général du ministère de la Santé affirme aussi qu'une unité d'hémodialyse sera opérationnelle dans la ville de Bobo-Dioulasso d'ici le mois prochain. Il annonce également la construction d'une autre unité d'hémodialyse à Waïguya. Retour à Ouagadougou et on s'invite à nouveau au stade Issoufou Joseph Konombo pour les échos de l'ouverture du 25e FESPACO. Godefroy Bazier est déjà sur place. Monsieur Godefroy Bazier, quelle est l'ambiance qui règne actuellement au stade municipal Joseph Issoufou Konombo? Voilà, Draman Dadian, l'ambiance ici est sereine. Et nous avons la présence de quelques
spectateurs qui sont présents déjà au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Et puis, il y a la sécurité, il y a également les hôtesses, et puis surtout, ceux qui se préparent à offrir un concert musical à tous ceux qui seront présents à cette cérémonie d'ouverture de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, et qui s'ouvre à 16h pile. Et ça sera sous la présidence du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. C'est une cérémonie d'ouverture qui sera riche en couleurs. 3 allocutions, celle du maire de Ouagadougou, celle du président du comité d'organisation et puis celle enfin du ministre de la Culture. Et toutes ces allocutions seront entrecoupées de prestations musicales, Sissao, Sanabob, Diko Fils, Smokey. Et puis, il y aura le clap officiel donné par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Et avant cela, nous aurons un peu d'humour avec Petit Sergent. Et puis, il y aura enfin le grand concert de la star mondiale Alpha Blondy qui a foulé le sol burkinabé jeudi passé. Voilà donc un peu l'ambiance de ce qui va être le plat de résistance de la cérémonie d'ouverture du 25e FESPACO. Bien entendu, il y aura beaucoup d'émotions avec tous les invités, les festivaliers qui viennent des 4 coins du monde. Ambiance bon enfant du monde au niveau du stade Issoufou Joseph Konombo. L'ouverture est attendue à 16h. Merci à vous, Godefroy Bazier. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On s'arrête là donc pour ce journal et rendez-vous à 20h pour d'autres actualités sur le FESPACO.